Bienvenue à tous pour ce grand débat consacré à l'entretien connecté. 50 minutes pour discuter des services, du rôle que peuvent jouer les différents acteurs sur le marché de la rechange indépendante. Cette émission se fera en deux parties. D'une part avec les acteurs de la rechange elle-même, puis les offreurs de solutions dans un second temps. Laissez-moi vous présenter les invités. Sur ce côté, ils sont trois. On commence par Alain Landac, président de la FNA. Bonjour. La FEDA, lapsus révélateur, c'est votre voisin qui représente la FNA, Aliusso, délégué général. Encore une fois, pardon pour la méprise. En provenance des mutuelles, Antoine Trarieux, directeur des services connectés automobiles pour la plateforme IMA. On expliquera tout à l'heure à quoi sert IMA. Vous travaillez avec les constructeurs, mais peut-être qu'il pourrait se passer des choses dans le futur. Et de l'autre côté de la table, pour l'instant, il est tout seul. Olivier Hellor pour Autodistribution. Vous avez un titre très long, donc je le dirai tout à l'heure, évidemment. Et on attend une personne qui va nous rejoindre en cours de route. Il s'agit de Sophie Nerbonne de la CNIL, qui, si tout va bien, va nous rejoindre pour nous parler du pack de conformité. Elle était en conférence de presse il y a quelques instants avec la FIEV et le CCFA. Parler des données, c'est évidemment très important sur ces questions d'entretien. Alain Landac de la FEDA, cette fois je le dis avec le bon mot. Très bien. Alors pour vous, c'est très important bien sûr d'être présent sur ce marché. Évidemment, enfin moi présent, la FEDA n'est présente que par la rechange indépendante. Oui, c'est ça, la filière indépendante, et notamment ici on a un représentant éminent qui est l'autodistribution avec... Voilà, donc évidemment d'être présent sur ce marché est important. Ce qu'il faut pour le futur, c'est que le cadre législatif qui va nous être donné ou qui déjà nous est donné soit favorable à la filière indépendante. Parce que qu'on ne vous oublie pas, c'est ça en fait. Qu'on ne nous oublie pas, tout au moins qu'on nous prenne vraiment en considération et pas comme on l'a fait par le passé. Parce qu'il y a eu des lois par le passé, par exemple la législation européenne qui nous donnait accès aux informations techniques, etc., et à tous les produits. Quand on fait le bilan aujourd'hui, quand on fait la situation, est-ce qu'on a accès à toutes les informations techniques? Non. Il suffit d'être sur le terrain et dans les ateliers. L'autodistribution pourra nous le dire, parce qu'ils ont un réseau de réparateurs. Je pense qu'ils le diront tout à l'heure. Et j'en avais un, d'ailleurs, dans ma vie précédente. On savait que nos réparateurs ne pouvaient pas réparer tous les véhicules. Et c'est la crainte que vous avez pour la voiture connectée. Absolument. Et d'autre part, quand on voulait avoir accès aux pièces elles-mêmes par les équipementiers, on s'apercevait qu'un grand nombre de pièces n'étaient pas disponibles parce qu'il y avait une connivence entre les constructeurs et les équipementiers. Alors, il y a un autre sujet qui évidemment est dans nos têtes depuis très longtemps, c'est les pièces de carrosserie. Ou les pièces de carrosserie, on n'y a toujours pas accès malgré la position du Parlement européen. Et quand aujourd'hui, avec la prise au BD, on apprend que la commissaire européenne... Alors, on y viendra. Non, mais tous ces éléments-là font que... Ça fait beaucoup pour vous, quoi. Et ça fait beaucoup. Ça veut dire que avec le véhicule connecté et le véhicule autonome, il va falloir que l'ensemble de notre filière, tous les acteurs, soient extrêmement mobilisés pour faire en sorte que les mailles du filet soient extrêmement serrées pour que les constructeurs n'y rentrent pas et fassent en sorte de nous marginaliser sur ce marché. Alors, voilà. On a bien compris. Et du côté de la FNA, qu'en pense-t-on, Aliusso? Écoutez, j'abonde tout à fait dans le sens que Alain vient de dire. Effectivement, on est d'abord et avant tout sur une bataille juridique, comme pour les informations techniques en réalité. Donc là, on est en train de se battre pour avoir un cadre juridique qui protège, ou en tout cas qui prenne effectivement en compte les indépendants, pour que chacun puisse accéder aux données, pour qu'il y ait une libre concurrence entre les acteurs, même si effectivement on tient compte des problématiques liées à la sécurité. Naturellement, c'est quelque chose qui a toujours été soulevé, mais aujourd'hui, il ne faut pas que derrière ça, on fausse la concurrence. Et très clairement, il faut un outil ou un cadre qui permette aux uns et aux autres d'accéder à de la donnée et de pouvoir offrir aux consommateurs un service de qualité qui soit alternatif. Ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, effectivement aussi, il nous appartient, nous tous, de nous mobiliser pour apporter des solutions opérationnelles aux réparateurs, parce que c'est ce qu'il attend. Tout ne doit pas venir non plus du constructeur. On doit avoir un cadre, mais que nous-mêmes, nous puissions être mobilisés pour apporter des solutions opérationnelles pour que le réparateur puisse, le moment venu, être équipé, être formé, être accompagné pour qu'il puisse concrètement intervenir sur ces véhicules-là. Alors en deuxième partie, on verra justement ce que propose Santaroto, puisqu'il y a une solution pour les adhérents de la FNA. Mais d'abord, restons encore un peu sur les fédérations, parce que je sais que vous êtes très actifs dans les différents groupes de travail. Vous essayez justement de recueillir le maximum d'informations, que ce soit en France ou à Bruxelles. Recueillir le maximum d'informations,
évidemment, moi, De faire entendre votre voix, en tout cas. pour faire entendre notre voix. Et je dois dire que par rapport aux démarches qu'on a menées récemment, notre voix est quand même audible par les pouvoirs publics. Alors j'évoque notamment le sujet de la prise au BD, où lorsqu'on a rencontré à la fois les conseillers du Premier ministre et du Président de la République, quand on leur a expliqué la décision, ou la prise de position de la commission, de la commissaire européen, ils ont bien vu les risques, notamment par rapport à des enjeux politiques. Parce que quand le président de la République actuel nous dit qu'il accorde une grande importance au maillage territorial, si demain nos réparateurs n'ont plus la possibilité de réparer les voitures dans les villages et dans les villes de moyenne importance, etc., eh bien, cette première prise de position du président sera infirmée. On n'aura pas le maillage. Alors, c'est tous ces éléments-là, ce qu'évoquait Aliou tout à l'heure, tout ce qui est le système concurrentiel, le libre accès, etc., je pense que les pouvoirs publics sont sensibles à ça. Et d'ailleurs, quand on a évoqué de façon plus précise tous ces éléments-là et tous ces risques, ils nous ont dit que concernant le véhicule autonome et le véhicule connecté, ils envisageaient dans le futur des lois robustes pour éviter qu'il y ait de ce point de vue-là des risques. Donc notre voix est quand même audible parce que le consommateur est audible, le maillage territorial est audible. Et du côté de la FNA, Aliou? Oui, non, tout à fait. Effectivement, je pense que tous les pouvoirs publics, au début, n'ont pas bien compris ou n'avaient pas pris la pleine mesure, effectivement, du sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est compris totalement, je pense. Effectivement aussi, tout le monde a conscience que lorsqu'on bride la concurrence, on appauvrit les pays, il faut être clairement là-dessus, et que le consommateur lui-même, il demande à avoir la liberté de choix. Donc tous ces ingrédients réunis fait qu'effectivement, on est audible. Maintenant, de manière opérationnelle, c'est ça qu'il faut aussi regarder. La manière dont on va structurer et architecturer la chose pour qu'in fine, il n'y ait pas des blocages, parce que sur les données techniques, on a eu les mêmes blocages. Sur le principe, on avait des sites constructeurs, tout devait être disponible sur les sites constructeurs, donc tout va bien. Mais en pratique, on sait que même si l'information était sur le site constructeur, elle n'était pas forcément comprise ou immédiatement accessible pour un réparateur. Et donc, il faut une architecture qui soit simple et facilement accessible. Merci. Et donc, on rejoint, plutôt, elle vient de nous rejoindre, Sophie Nerbonne. C'est du direct, on a annoncé votre présence, donc merci d'être présent au nom de la CNIL. Donc, il y a quelques minutes encore, vous étiez en conférence de presse avec la FIEV et le CCFA. Alors, il y a un an, je me souviens, j'avais assisté à cette conférence, donc le lancement d'une concertation avec les différents acteurs. Alors, on est en train de parler d'entretien connecté. Où en est-on de ce chantier aujourd'hui? Vous avez un micro face à vous, Madame Nerbonne. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je crois qu'on peut se saluer de la sortie, effectivement, du pack de conformité véhicules connectés, qui adresse justement la question de la maintenance connectée et qui, effectivement, a fait l'objet de nombreuses discussions avec l'ensemble des professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons, dans le cadre de l'élaboration de ce nouvel outil de régulation, qui consiste à transcrire les principes de protection des données dans un secteur d'activité, et là on avait pris un secteur très transversal qui intéresse de nombreuses branches professionnelles, que ce soit les constructeurs, les équipementiers, les assureurs, l'industrie, effectivement, la FIEC des... Tout ce qui est équipement électronique. Équipement électronique. On y a adjoint, effectivement, des start-up, effectivement, qui se retrouvent, effectivement, cités dans ce pack, qui a pu aboutir en 1 an et demi de travail. Donc, gros chantier, mais un résultat au bout. Voilà, exactement. Le résultat, c'est donc 35 pages, une infographie et des scénarios d'innovation qui sont faits à partir des besoins des professionnels. C'est-à-dire, effectivement, pour réaliser une maintenance à distance, est-ce que j'ai besoin de pouvoir exploiter des données de localisation fine, constante, précise? La réponse est non, je vous le dis. C'est vrai que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais on a très clairement posé le fait qu'il fallait respecter un principe important qui est le principe de minimisation des données, de n'utiliser que les données qui s'avèrent vraiment nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi. Tout ceci pour garder la confiance de l'utilisateur. C'est une espèce de tri sélectif, en quelque sorte, s'il fallait prendre une image. Voilà, tri sélectif, absolument, de façon à ne pas être pollué par la surabondance de données et risquer l'overdose et effectivement la pollution
en ayant des données qui soient des données fiables, exploitables. Donc notre rôle est d'aider à l'innovation, au déploiement de ces nouveaux services, de ces nouveaux produits, mais en intégrant dès le départ ce concept de ce qu'on appelle en anglais le privacy by design, qui est effectivement les principes de protection des données à intégrer et à pousser dès le départ. Donc comment effectivement je prévois des mécanismes d'anonymisation ou de pseudonymisation, une durée de conservation limitée, une information de la personne. Et le client pourra choisir, il pourra presser un bouton pour oui, non. Alors, l'idéal, c'est effectivement, et le règlement européen qui est applicable à partir de mai 2018, va dans le sens d'une plus grande maîtrise et d'un plus grand contrôle par l'utilisateur final, donc par l'automobiliste. Et effectivement, le règlement prévoit la mise en place d'icônes, et on peut penser, et on recommande, nous, dans le cadre de ce PAC, la mise en place d'icônes, mais qui soient normalisées et, au niveau européen, pour que cela fasse sens, effectivement, sur l'ensemble du marché automobile, parce que si chaque marque se met à avoir sa propre icône, on va droit dans le mur. Donc l'important, c'est effectivement que l'ensemble des professionnels concernés retiennent ce principe et que l'on pousse au niveau européen à ce qu'il y ait un positionnement conjoint de tous nos homologues en Europe, donc les 28 CNIL européennes. Nous allons faire en sorte qu'effectivement elles soient sensibilisées à ce travail et qu'ils puissent ainsi devenir, espérons-le, la voix de l'ensemble des autorités de protection des données. Et de la même façon, au niveau des professionnels, cette action sera également entreprise en Europe. Alors diriez-vous que la France a pris une position forte par rapport à ce chantier de la voiture connectée? Alors je crois qu'effectivement, on a la première illustration très opérationnelle, très pratique de ce qui peut et doit être fait au vu du règlement européen qui n'est pas encore applicable. Donc on a effectivement à cet égard-là pris de l'avance et c'est une bonne chose parce qu'il y a forcément un temps d'appropriation, de compréhension qu'il est indispensable d'intégrer de façon à pouvoir ensuite anticiper. Merci pour cet éclairage. Merci d'être passé comme ça, que pour quelques minutes. Je peux poser une seule question? Alors, je sais que Madame Nerbonne doit partir, mais si elle a le temps de répondre. Par rapport à ce que vous avez évoqué, la question est aussi de savoir à qui appartiennent les données du véhicule. Est-ce que là, on y répond à ça? Est-ce que c'est le propriétaire de véhicule qui est propriétaire de ces données ou est-ce que ce point-là n'est pas encore particulièrement éclairci? Alors, c'est une question qui a été posée précédemment, vous voyez, dans le cadre du point presse d'où je viens. Et c'est vrai que sur cette question, je crois qu'il faut bien prendre conscience de ce que la protection des données personnelles ne relève pas d'un droit patrimonial. On n'est pas là dans un droit de propriété, comme c'est le cas aux États-Unis, où aux États-Unis, vous avez effectivement un marché des données personnelles où les données ou des paires de chaussettes, c'est la même chose. Alors qu'en Europe, la protection des données personnelles relève d'un droit personnel et non pas patrimonial. La différence, c'est tout simplement qu'effectivement, ça ne se monétise pas et certains voudraient, il y a des grands débats effectivement sur faut-il aller vers une monétisation des données ou pas. Nous considérons, et la jurisprudence aussi bien de la Cour européenne des droits de l'homme, mais également de la Cour de justice de l'Union européenne, reste sur un principe très ferme d'un droit personnel qui n'est donc pas monétisable comme n'importe quelle marchandise. Mais vous voyez, ce droit à l'autodétermination informationnelle, c'est quand même quelque chose de très fort, puisque ça signifie que les personnes doivent pouvoir contrôler et maîtriser les données qui les concernent. Alors bien sûr, dans un contexte où ils doivent également compter avec les obligations légales, vous avez, quand par exemple vous avez un dispositif e-call qui est fixé par un règlement européen. Mars 2018, oui, c'est très bientôt. Mars 2018, ça arrive et c'est obligatoire. Donc là, ils ne pourront pas s'y opposer. Il y a aussi l'intérêt légitime du responsable de traitement, ça peut être le constructeur automobile, ça peut être l'équipementier, le réparateur. Et cet intérêt légitime à collecter et à traiter des données, il existe, mais il doit prendre en considération justement le respect des droits des personnes. Et c'est tout cet équilibre qui est décrit dans ces scénarios d'innovation qui sont dans ce document. Merci. Donc 35 pages que tout le monde pourra lire en détail à l'issue en tout cas de cette table ronde. Madame Nerbonne, merci. Alors Olivier et Laure, je vous ai vu écouter avec beaucoup de concentration tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait, cette évolution?
ça m'inspire beaucoup, effectivement. Non, je pense moi, je comprends parfaitement la démarche. Je suis, ne serait-ce qu'à titre personnel, un consommateur en puissance, un utilisateur d'informations et qui potentiellement peut partager un certain nombre d'informations. L'idée que je puisse maîtriser à n'importe quel moment à qui je vais transmettre ces informations, ça me convient parfaitement. Et dans les solutions qu'on a souhaité développer pour améliorer le service auprès d'un automobiliste, cette idée nous a animés depuis le départ. Donc ça me convient. Moi, je suis complètement en accord avec ce qui a été partagé. Alors, puisque justement, c'est vous qui avez le micro, Monsieur Heller, on va parler un peu de la solution AD Connect, puisque donc elle est annoncée ici à Équipe Auto. On va d'ailleurs la découvrir en images. Quel est le concept, si on peut donner quelques explications? Le concept est relativement simple. On parlait de l'ensemble des acteurs de ce marché. Moi, je voulais juste rappeler que dans l'ensemble des acteurs de ce marché, il y a aussi la notion de rechange indépendante. Et là, je vais parler un peu plus du réseau AD, qui est quand même le deuxième réseau de France, juste derrière Renault, et devant d'autres réseaux constructeurs. L'idée est simplement de permettre de rapprocher, de créer un lien entre l'automobiliste et son réparateur, un réparateur qu'il aura lui-même choisi ou qu'on pourra lui proposer, qu'il validera de lui-même. Donc là aussi, il a un accès, on ne lui impose rien. Et dans ce rapprochement... Ces données ne sont pas subtilisées comme ça? Non, absolument pas. Absolument pas. On ne fait rien sans l'autorisation de l'automobiliste, sans son accord au préalable, d'une part. Et à n'importe quel moment, s'il souhaite revenir sur sa décision, il est en capacité de le faire. Et même de façon très temporaire. Ça peut être simplement sur une journée, une heure, comme bon lui semble. À n'importe quel moment, l'utilisateur, l'automobiliste, reste encore une fois maître des informations qu'il souhaitera partager ou non. En tout cas, pour AD, c'était important de se lancer. Il fallait y aller. Oui, pour nous, c'était super important dans la mesure où on avait déjà eu une démarche qui était orientée vers le digital au travers des rendez-vous en ligne, ensuite devis en ligne, et puis le fil conducteur, la continuité, c'était de proposer effectivement une solution digitalisée en termes de services et rapprocher, alors je parlais d'un lien tout à l'heure, c'est rapprocher l'automobiliste de son réparateur pour mieux comprendre ce qui peut se passer autour de son véhicule en termes d'entretien, en termes de réparation, l'accompagner de façon à ce que ce soit un peu moins anxiogène pour lui, le rassurer le cas échéant, parce que quand on a un témoin qui s'allume au tableau de bord, de quoi il en retourne, voilà. Donc on a souhaité vraiment l'accompagner dans cette démarche et lui proposer au travers de tout ça un certain nombre de services immédiats. Merci. J'aimerais donner la parole à Antoine Trarieux, parce que vous représentez donc la plateforme IMA. Alors, l'appel d'urgence, on en parlait, ça vous concerne au premier chef. Alors, tout d'abord, merci mesdames, et effectivement, à deux titres. D'une part, parce que l'appel d'urgence e-call est un dispositif dans lequel, pour une fois, le réglementaire a poussé l'innovation. Et donc, c'est quelque chose que l'on peut saluer. Et on va saluer tout particulièrement la contribution de la CNIL sur ce sujet, puisque dès mai 2010, la CNIL prenait en France une délibération sur cette thématique qui a travaillé, les équipes d'IMA ont travaillé à cette époque-là avec vous pour bien comprendre ce que nous ne devions pas faire. Et on a aujourd'hui, je crois, un dispositif qui est lancé sur le marché à une échelle un peu plus significative que ce qui était jusqu'à présent, avec la prise en compte dès la conception de ces préoccupations de libre choix du consommateur, mais en même temps de la nécessité d'un service qui, pour être actif, évidemment, doit être constamment non pas en veille, mais actif. Voilà. Alors, l'appel d'urgence, donc, il transite par une plateforme. On va le découvrir en image donc, chez IMA. Donc, c'est à Niort, en fait, où vous recevez beaucoup d'appels, d'ailleurs, toute l'année. En fait, IMA est la première plateforme européenne, historiquement, de l'appel d'urgence e-call. Alors, je le dis avec pas d'arrogance et beaucoup de modestie, parce que nous sommes sur un tout petit marché. Donc, ce que vous allez voir là, c'est un dispositif qui fonctionne. En fait, c'est l'état de l'art du traitement d'un appel d'urgence basé sur la relation connectée entre un véhicule, une plateforme de filtrage, les services de secours et le gestionnaire d'infrastructure, puisque vous allez voir que la donnée va partir chez l'autoroutier, en l'occurrence, pour faire non pas de la sécurité tertiaire, mais cette fois-ci de la prévention. Prévention sur le suraccident. Donc on est là sur un modèle qui est le modèle, je dirais, type de l'appel d'urgence. Alors au fur des années, donc IMA a développé son activité grâce au groupe PSA, très historiquement, puisque les premiers projets datent du millénaire passé. Nous traitons aujourd'hui les 3 marques du groupe PSA et puis les 4 marques allemandes, Mercedes, BMW,
Volkswagen Audi, en partenariat avec Bosch. La nouveauté, c'est que l'après-vente existe également pour l'e-call, et justement une annonce qui a été faite par une société américaine qui est exposante ici même. Oui, alors tout à fait. Alors, je vous présente ce petit boîtier. Alors vous allez me dire, un boîtier, un petit device pour l'aftermarket, il y en a beaucoup. Premièrement, vous avez un dispositif qui se branche sur l'allume-cigare, donc il n'est pas intrusif. Voilà. Donc il n'y a pas d'accès à des données spécifiques du véhicule. Simplement, ce boîtier a une caractéristique, c'est le premier boîtier à être certifié e-call compliant au niveau européen. C'est-à-dire que ce boîtier a passé les standards CEN 16102, 16454 de conformité. Et donc, on est aussi, j'ai dit, le premier aspect, c'est l'aspect réglementaire. Le deuxième aspect, c'est la solution durcie. La solution durcie, quand on parle de sécurité, on est sur des très hauts niveaux de disponibilité et ça passe par des standards. Voilà. Alors Antoine, l'appel d'urgence, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup d'appels qui concernent le dépannage en raison de problèmes techniques, tout simplement. Oui, Laurent Meillot. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on parlait de l'avant-panne, j'ai tendance à parler parfois de la douleur du véhicule. On s'intéresse, nous, de très longue date, les assisteurs s'intéressent à la douleur des consommateurs, des clients confrontés à des événements en bord de route. Aujourd'hui, on a ce paradoxe où le véhicule est capable de transmettre des signaux d'inquiétude avant qu'elle ne devienne la douleur du client. Et donc, la transformation de nos métiers aujourd'hui consiste à aller capter cette information et à apporter une réponse de rassurance aux consommateurs et évidemment de propositions de services associées dans l'instant même de la création de l'événement. Une question que j'ai envie de vous poser, Antoine, c'est, vous avez un beau plateau, vous avez plein d'opérateurs qui parlent plusieurs langues, c'est formidable. Est-ce que cette infrastructure pourrait servir un jour pour la rechange indépendante? Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de plateformes. D'abord, les plateformes privées qu'on a développées pour les constructeurs, ça c'est un point et ça fonctionne. On a 7 plateformes européennes qui couvrent une dizaine de pays directement. Et ces solutions sont interopérables avec d'autres plateformes extérieures. Donc ce monde-là est un monde qui communique. Le monde de la sécurité est un monde qui doit communiquer. Le deuxième niveau, c'est ce qui se fait au niveau français avec l'ensemble des assisteurs, puisque l'État a choisi de déléguer au syndicat des assisteurs le soin de gérer et d'opérer la plateforme e-call 112 pour répondre aux obligations européennes. Donc, depuis le 2 octobre dernier, l'e-call 112 en France est ouvert conformément aux exigences européennes, en avance pour une fois sur nos amis allemands, puisque l'Allemagne n'était pas tout à fait prête, la France était prête, on en est assez fiers. Et là, c'est une position qui est une position globale de la profession. Donc, on reçoit et on traite les appels e-call 112, et là, il y a 2 cas de figure. On estime qu'à peu près 10% des situations relèvent de l'urgence. Et ces dossiers seront transmis vers les services de secours compétents avec des délais extrêmement courts dans le traitement, bien évidemment, et sur un mode connecté. C'est-à-dire que la donnée va être enrichie et renvoyée vers le secours. Deuxième cas de figure, et le cas est très simple. Si vous avez un airbag qui explose dans un véhicule en cas de choc, dans 2 cas sur 3, il n'y a pas de blessés. Or, nous sommes allés, nous, à Bruxelles, j'ai accompagné, moi, ce débat au niveau de la Commission et au niveau du Parlement, et à la DGMO, on a dit, mais vous savez, aujourd'hui, quand vous nous dites, ces appels-là, il faut les filtrer, on oublie le consommateur. Quand vous avez un airbag explosé dans un véhicule, et que vous êtes avec un véhicule arrêté devant vous, vous êtes sur la voie publique, vous ne pouvez pas repartir par vos propres moyens. Or, il y a ces métiers-là de secours existent, c'est l'assistance, et ce qui a été convenu, c'est que la plateforme e-call 112 orientera les appels d'urgence vers les secours et les demandes d'assistance vers les assisteurs. Tout cela gratuitement, ça fait partie du système. Donc, et dans ce cadre-là, ça serait possible? Oui, tout à fait. Apporter un meilleur service à l'utilisateur, ça ne changera pas les positions de place sur le marché, puisque évidemment... Ça l'intéresse, monsieur Adé, hein, ça l'intéresse beaucoup même. Et merci pour la question. Je pense oui, que nous avons des intérêts communs, monsieur. Non, mais tout à fait, j'en suis convaincu. Et, effectivement, ça nous intéresse de pouvoir développer également, ou en tout cas, à minima, d'apporter ce service à l'ensemble, encore une fois, de la réparation. Moi, quand je regarde ce métier, je le regarde dans sa globalité. Et je regarde l'ensemble des acteurs. Certes, les acteurs constructeurs, mais aussi les acteurs, encore une fois, indépendants. Et je rejoins un petit peu la position qui a été prise par la FEDA et la FNA tout à l'heure. L'accès à l'information est capital dans nos métiers, y compris pour la rechange indépendante. Mais je pense d'ailleurs que, d'une certaine façon, l'enjeu de l'accès à ces informations démontre le poids
petit à petit de cette rechange indépendante. Et je ne parle pas uniquement au nom d'autodistribution. Là, j'inclus, l'ensemble de mes partenaires, collègues, confrères dans cette démarche. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Landec ? Je fais simplement une remarque sur l'e-call. C'est que, on a évoqué tout à l'heure que 80%, je crois, des appels actuels e-call, qui n'est pas encore forcément généralisé absolument, mais concernent des points qui ne sont pas des points d'urgence, de santé, de crise cardiaque, etc. C'est des problèmes de véhicule. J'ai un ennui dans mon véhicule, j'ai une inquiétude, donc j'appuie. Et évidemment, l'orientation, elle est forcément vers le constructeur. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Soit c'est le SAMU, soit c'est le constructeur, à 90%. Et donc, ce qu'on a toujours craint lorsque les choses ne sont pas parfaitement encadrées ou qu'il n'y a pas de solution parfaitement claire sur le sujet, c'est que majoritairement, soit le réseau des constructeurs qui bénéficie finalement majoritairement des orientations. Et ça, dans tous les systèmes qui sont mis en place, la lutte de notre organisation, de notre filière, c'est de faire en sorte que les mailles du filet soient suffisamment serrées pour qu'il n'y ait pas de place pour finalement privilégier un système par rapport à un autre. La libre concurrence, oui, mais les systèmes orientés, non. Et rapidement, Antoine. Très rapidement, pour répondre à Alain Landec, oui, évidemment. Le défi que nous avons, c'est d'apporter des services avancés, élaborés aux consommateurs en respectant son libre choix. Évidemment, évidemment. Je rajouterai que la plateforme e-call 112, elle est opérée et financée par les assureurs. D'accord ? Donc, ça a été un contrepoids de position de place entre les constructeurs, qui étaient les grands acteurs de l'école privée, les assureurs sont sur l'école 112, et je dirais que l'aftermarket, les solutions après-vente, sont ouvertes au monde de la rechange indépendante, au monde de la distribution, par essence. On va arriver à la fin de cette première partie. Peut-être d'un mot, Madame Nerbonne, nous avons entendu beaucoup de choses sur l'e-call et sur l'approche des acteurs de la rechange indépendante. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? C'est que plus que jamais, en tant qu'autorité de régulation des données personnelles, on se doit d'être à l'écoute justement des besoins, de l'évolution des marchés, que c'est au regard de ces enjeux qui sont, on le voit bien, des enjeux de concurrence, mais aussi des enjeux sociétaux sur l'évolution de nos sociétés, que nous avons un enjeu juridique qui est de trouver comment bâtir des normes souples qui soient effectivement évolutives dans le temps en fonction de l'évolution de la technologie et qui soient en même temps robustes pour apporter de la sécurité juridique aux acteurs que vous êtes avec cette confiance qui est effectivement indispensable dans le déploiement de notre société numérique. Merci à tous. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce grand débat. Et on se retrouve donc pour la suite de cet entretien avec cette fois les offreurs de solutions. Messieurs, on est en direct, donc on fera les bisous après. Donc nous avons Xi avec Yvan Gravier. Bonjour Yvan. Bonjour. Venu spécialement du Nord pour nous. Nous avons Philippe Chassani de Oucar. Bonjour. Le micro viendra après. Michael Fernandez, Drust. Bonjour. Reconnaissable à sa célèbre casquette de la French Tech. C'est bien ça, hein ? C'est bien ça. Et donc Patrick Audouy pour Santaroto, donc filiale de la FNA. On en parlera tout à l'heure. Alors d'abord, sachez que Drust, Xi et Oucar, il y a 2 ans, étaient à Équipe Auto. Alors depuis, il s'est passé pas mal de choses. Alors, on va peut-être commencer par vous, Michael. Drust, en fait, a pris de l'essor depuis. Oui, effectivement, puisque je pense que, comme mes confrères, on a passé beaucoup de temps à travailler pour essayer de sortir un maximum de choses. Nous, on est sortis cette année à Équipe Auto, on sort des nouveautés autour de la maintenance connectée. Avec une fonction diagnostique, effectivement, c'était l'annonce. Avec une fonction diagnostique, avec de la maintenance prédictive. Ce sont des choses qu'on a développées depuis 2 ans. L'entreprise a triplé de taille à peu près. On a levé plusieurs millions d'euros avec notre partenaire stratégique qui est la Massif. Et on est heureux aujourd'hui de venir à la rencontre des professionnels pour présenter ces solutions. Sur un stand, il y a je dirais une forme de symbolique à constater qu'il y a 2 ans, on était dans le Startup Park, présenté comme une start-up naissante. Pour ceux qui nous avaient vus, on avait, je dirais, une idée. 2 ans après, on a un produit qu'on a commercialisé à travers une campagne télé au début de l'été, avec le départ en vacances, qui est fonctionnel et qui est sur le marché.
Et l'idée, c'est toujours de faire des conducteurs des super drivers. Là, on va le découvrir en images dans un instant. Donc c'est ça, c'est toujours aider les conducteurs à consommer moins. La promesse, c'est celle-là. Be a Super Driver, c'est vraiment rentrer dans un écosystème pour le conducteur dans lequel il va être mieux informé, il va recevoir du conseil, du coaching sur sa conduite, sur la maintenance de son véhicule pour reprendre confiance au volant, faire des économies, puisque la clé, elle est aussi là, et mieux vivre finalement le rapport à sa voiture, et notamment par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à son réparateur. Merci. Alors on enchaîne avec Yvan Gravier de chez XI, donc dans l'orbite du groupe Mobivia. Donc là aussi, il y a eu pas mal de changements en 2 ans. Hein. Déjà, il y a 2 ans, j'étais tout seul sur le plateau. Donc aujourd'hui, j'ai Drust et Ocar. Donc c'est signe que le marché se structure, se dynamise. Et on le dira, mais apparemment, il y a de la place pour plusieurs acteurs. Exactement. Donc c'est bon signe. Voilà. Donc pour rappel, XI, c'est avant tout une plateforme qui en fait permet aux professionnels autour de l'automobile, donc les réparateurs, les assureurs, les loueurs, de développer leurs propres services et mieux discuter, et mieux dialoguer avec les automobilistes. Donc nous, on a énormément travaillé à enrichir cette plateforme, la rendre évidemment compatible avec le pacte de conformité d'ACNIL qu'on avait anticipé et pour lequel on a participé aux discussions. On s'est déployé sur plusieurs pays européens, donc on est maintenant présent sur 6 pays. On a davantage de clients. Et puis il y a des millions qui sont entrés aussi dans les caisses. Hein. Oui, tout à fait, qui nous ont permis tout simplement d'engager des nouveaux canaux de distribution, d'enrichir et de déployer sur d'autres pays, et signer de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, les efforts sur lesquels on travaille le plus, c'est un marché qui n'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'il faut à la fois convaincre des réseaux de réparation, des professionnels automobiles et également des conducteurs. Voilà. Mais il n'y a pas de fatalité, c'est possible. C'est possible. Ça a été démontré, nous l'avons démontré, dans plusieurs pays européens. Ça reste néanmoins un effort toujours permanent que de pouvoir satisfaire finalement 2 clients. Voilà. Merci, on enchaîne avec Philippe Chassani pour Ocar. C'est pareil, on en a fait connaissance il y a 2 ans. Exactement, Laurent. Il y a 2 ans, on était microscopique. On a toujours notre stand de 4 mètres carrés au Startup Park. Mais il fait 12 étages, c'est ça, non ? Non. Il n'y a qu'un seul rez-de-chaussée. Alors, on n'a pas levé des millions, non plus, mais qui va piano Vassano. Mais il y a une application concrète voilà, quand même avec autodistribution. Voilà. Donc on n'a pas chômé depuis 2 ans. L'application est live depuis novembre 2015. On a quelques milliers de clients qui roulent tous les jours. C'est déjà bien. Et là, on a signé un accord, comme vous le savez, avec le groupe Autodistribution, plus un accord stratégique d'investissement minoritaire, enfin, stratégique pour nous et stratégique pour eux sur l'investissement. Voilà, on continue notre bonhomme de chemin et on va essayer en 2018 d'accélérer. Voilà. Alors, on va parler un peu de technologie parce qu'il y a quelques petites nuances dans vos solutions. Michael Fernandez, vous êtes à la base un ingénieur motoriste, vous venez de chez PSA et donc votre solution transite par ce qu'on appelle la prise OBD. Tout à fait. Alors, être ingénieur motoriste, vous me direz, ça sert à quoi dans cet écosystème ? En fait, c'est vrai que notre compétence cœur, avec mes associés, qui étaient également des anciens de chez PSA, elle est, on aime bien dire, sous le capot. Et quand on construit un système télématique, ça sert à quoi ? Ça sert à traiter la donnée automobile, comprendre ce qu'on peut en faire, arriver à l'analyser, à l'enrichir, à la transformer, pour qu'elle ait, in fine, un sens, comme le disait Yvan, pour le conducteur et le partenaire réparateur, assureur dans l'écosystème. Mais finalement, un système télématique, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est bien insuffisant qu'être ingénieur motoriste. Et donc, on s'est entouré, comme je disais, l'équipe a triplé depuis 2 ans. Il faut des spécialistes des algorithmes, évidemment. Spécialistes des algorithmes, du machine learning, des interfaces utilisateurs, de l'électronique, des bases de données, etc., etc. Et donc, finalement, on s'est entouré de compétences de gens qui sont meilleurs que nous. Je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire quand on monte une start-up, parce que nous, on a notre compétence et notre idée au début, mais il faut bien s'entourer pour développer des technologies comme celle-là qui sont relativement complexes et qui expliquent aussi que ça prend un peu de temps avant de rentrer sur le marché. En dehors des difficultés marché à convaincre un petit peu tout cet écosystème, il y a aussi une barrière, entre guillemets, à l'entrée sur le niveau de complexité de la technologie. Merci. Vous êtes également sur l'OBD, Philippe Chassani, chez Ocar. Oui, on est sur un boîtier qui se branche sur la prise diagnostique, même principe. Alors effectivement, nous, c'est l'inverse. On ne vient pas de l'automobile, on vient du digital.
20 ans dans le digital, 4 startups créées avant, donc je connais un petit peu ce domaine et à l'inverse de Michael, il a fallu que je m'entoure de gens qui soient spécialistes dans l'automobile. Chose qu'on a fait bien sûr, et le petit boîtier, c'est pas nous qui le faisons, on travaille aujourd'hui avec un boîtier, mais voilà, il est à l'image là, un tout petit boîtier. On est en train de travailler avec d'autres fournisseurs mondiaux à échelle mondiale sur des boîtiers encore plus petits. Parce qu'on pense que la petitesse du boîtier est un axe de travail intéressant. Le marché est extrêmement hétérogène. Donc voilà, on s'entoure, on croit. Nous, on est 10, voilà, encore tout petit. Bon, on verra dans un an voilà. où vous en êtes. Mais on va booster. Yvan Gravier, donc vous, c'est un positionnement qui est un petit peu différent. Hein. Oui, alors en fait, hélas pour nous tous, heureusement plutôt, on n'est pas des vendeurs d'électronique et de boîtiers parce que de toute façon, ils disparaîtront un jour. Les voitures vont sortir de chaînes de production déjà équipées. Et donc, la source des données ne sera bientôt plus notre boîtier. D'accord ? Donc, chez XI, c'est quelque chose qu'on a anticipé depuis la création de la société. Donc, la plateforme a vocation à traiter les données venant de plusieurs sources, plusieurs boîtiers, que ce soit des boîtiers CAN, des boîtiers OBD, des plateformes proposées par des constructeurs. Et c'est un phénomène qui va, de toute façon, être inéluctable. Même si aujourd'hui, on a encore un terrain de jeu très important, puisqu'il y a 220 millions de véhicules qui circulent en Europe, non équipés. Et donc c'est là l'utilité des boîtiers sur lesquels on a investi, même s'ils disparaîtront un jour. Voilà. Alors, on va évoquer l'écosystème dans un instant, mais on n'a pas encore entendu Monsieur Patrick Audouy de Santaroto. Alors, vous lancez en fait sur Equipauto un carnet d'entretien digital. On va découvrir tout ça d'ailleurs en images. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire. Alors, c'est tout simple. Santaroto, depuis son origine, depuis 85, a toujours essayé de trouver des outils adaptés à la vie quotidienne des entrepreneurs, artisans et de l'automobile. Et on s'est dit, voilà, il faut trouver un outil qui lève la frilosité de tous ces gens-là par rapport à la digitalisation. Pardon. Et la bonne solution, c'était de leur créer un carnet d'entretien digital. Donc ça a été un peu de travail, parce on avait les bases de données, mais il fallait le créer. On s'est appuyé sur un partenaire, et derrière, voilà, l'outil, il existe, il est commercialisé à partir du mois prochain. Il y a c'est un deux outil applications. sur mesure. Voilà, il y a 2 applications pour le consommateur en iOS et sous Android. Le principe est simple. Le consommateur va dans son point de vente préféré. Il a un code d'accès, il accepte de télécharger l'application. Chose faite. Ensuite, nous, on se charge par rapport à toutes les données type kilomètres, enfin les données très classiques. Donc sur la base du lot de roulage pour l'instant, messieurs, de pusher vers le client au nom du garage les infos liées à la maintenance. C'est-à-dire que le client, il a l'impression que c'est son garage qui lui envoie les infos. C'est bien ça. Hein. Donc on s'est dit, l'artisan entrepreneur de l'automobile, le soir à 20h, il n'a pas le temps de le faire. Donc on s'est substitué, on le fait pour lui. Et le lendemain matin, sur son accès pro, parce que donc chaque adhérent qui adhère prend un run accès pro, il a toutes les infos des pushs qui ont été envoyées la veille, l'immatriculation, le nom du client, et bien sûr pour quelle raison on a pushé. À lui de reprendre la main, parce qu'on ne voulait pas rentrer non plus dans l'histoire du système, du devis systématique, où les clients arrivent. C'est lui qui relance le client, qui lui dit voilà. Il y a lui qui connaît, c'est lui qui connaît le mieux son client. Dire à un client qu'il a une Twingo de 12 ans et lui proposer une marque de rang A sur du pneu, ça n'a aucun intérêt. Le client, il le connaît bien, donc il va lui proposer la bonne marque, le bon prix et prendre rendez-vous dans les ateliers. Et c'est surtout un moyen de renforcer la fidélité avec son client. Et comment c'est ressenti donc alors ça vient d'être lancé donc. Voilà, et depuis, moi ça fait quelques années que je fais Equipauto, depuis mardi on n'a pas arrêté et c'est tant mieux. Ça prouve qu'il y a un réel intérêt et puis surtout ça prouve que tous nos artisans de l'automobile, ils sont prêts, et ils sont à l'écoute, à condition qu'on les accompagne correctement et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors justement, messieurs, est-ce que ça vous intéresse le carnet d'entretien digitalisé ? Est-ce que ça pourrait être une source de partenariat par exemple ? On a déjà entamé les discussions. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est le lien idéal entre finalement l'automobiliste qui va être débarrassé d'un problème qui l'ennuie et le garagiste qui lui a un autre problème qui veut avoir plus de clients, les fidéliser et instaurer un lien de confiance. Donc c'est évidemment intéressant parce que les 2 clients sont adressés. Donc nous on a déjà dans la plateforme intégré des carnets d'entretien, ne serait-ce que parce que nos clients comme Midas ou Noroto ou certains loueurs comme Rent-A-Car avaient déjà souscrit des offres comme Célène, mais apparemment celle-ci a
a une originalité. Je vois qu'il y a un lien entre l'automobiliste et le garagiste. Donc les deux clients sont adressés. Et ça, je trouve que c'est assez original et intéressant. Donc oui, on se reverra, avec plaisir. Et on a essayé, mais bon, c'est notre produit, c'est normal que je le chouchoute, mais on a essayé d'avoir le maximum de véhicules. Aujourd'hui, on avoue qu'on a 98% des carnets de maintenance de tous les véhicules, quoi. On est vraiment sur un taux très, très pointu de carnet de maintenance. Vous avez l'air admiratif, monsieur Fernandez. 98%, c'est bien, c'est même très bien. Non, écoutez, je pense que c'est le sujet d'Équipe Auto 2017, le carnet d'entretien digital. Enfin, c'est la digitalisation du métier du réparateur et, comme le disait Yvan, du lien avec le conducteur. Alors après, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans le carnet d'entretien digital. On peut déjà faire sur ordinateur et de manière beaucoup plus sécurisée, facile, ce que l'on faisait sur papier. Et puis on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut effectivement utiliser des lois de roulage assez simples en disant un pneu ça se change tous les 40 000, 50 000 km. On peut aussi, et c'est l'objet des innovations que l'on présente aussi au salon, aller dans l'usage, s'intéresser à comment le véhicule est utilisé, puisqu'on sait bien que quand on a un véhicule qu'on utilise avec une conduite plutôt dynamique sur des routes de campagne un petit peu sinueuses, le pneu il va pas faire autant de kilomètres que quelqu'un qui fait que de l'autoroute à 110. De la même façon, si c'est un bon pneu ou un moins bon pneu. Donc je pense que le carnet d'entretien digital, on est au balbutiement, on est au début, et je trouve que des initiatives comme Célène sont vraiment les bonnes. Et on voulait poser la première pierre à l'édifice pour aider justement tous les entrepreneurs de faisons la suite, faisons la suite. Et je vous attends tous pour en parler. Alors, si on parlait d'écosystème, parce que justement, l'idée, c'est de créer donc un lien, on l'a dit, entre l'automobiliste et le garage. Et donc, j'imagine que dans vos applications, il y a forcément l'idée de monter un réseau, enfin, que le conducteur il puisse avoir le choix de trouver un réparateur autour de lui lorsqu'un problème, par exemple, est remonté via un code défaut. Oui. Donc, effectivement, la vie d'un véhicule, la vie d'une personne, d'un conducteur dans son véhicule ne se résume pas à l'entretien du véhicule. Les instants de consommation du véhicule sont très, très nombreux. C'est le lavage, c'est une fois par mois. C'est prendre de l'essence, changer l'huile. C'est résumer disons que l'activité d'un conducteur vis-à-vis de sa voiture à l'entretien est quand même assez réducteur. Donc ça, on est confronté aujourd'hui avec un problème, c'est qu'une application mobile, si elle n'est pas utilisée, elle est jetée. C'est un phénomène, c'est le jetable. Donc nous, chez Car, ce qu'on a fait, c'est que c'est comme ça qu'on a convaincu nos premiers clients, des distributeurs automobiles, des concessionnaires, et le groupe autodistribution, et nos nombreux clients qui sont sur la plateforme, c'est de leur donner des services qui sont au-delà de l'entretien classique. J'ai envie de trouver de l'essence la moins chère autour de moi, j'ai Car. J'ai envie de trouver le parking le moins cher autour de moi, j'ai Car. Après, il va falloir entretenir cela. Et nous, on laisse ça, cette expertise, on la laisse à nos partenaires. C'est eux qui nous amènent le carnet d'entretien. Nous, on ne sait pas que sur une Clio, c'est tous les 25 000 et que sur une Ford, c'est tous les 30 000. Je ne le sais pas. Je laisse cette expertise... Vous pourriez le savoir, mais ça prendrait du temps. Voilà. Évidemment. Je laisse cette expertise et cette relation à notre partenaire. Nous sommes un liant, comme l'a dit Yvan et Michael, que toi aussi, hein, Patrick, on est un liant entre le garage et le conducteur. Mais faisons attention, c'est qu'on peut lui donner les meilleurs services. Si lui, il a envie de jeter l'application, il le fera. C'est à nous de lui offrir ses meilleurs services et que l'expérience soit durable dans le temps. C'est très important. Alors, un mot sur, un mot sur le futur, parce que ces services, il faut les faire évoluer. Vous travaillez notamment sur la prédiction, la maintenance prédictive, en essayant de prédire l'usure des pneus, par exemple, tout ce qui peut être pièce en suspension. Oui, tout à fait. En fait, le maximum de l'effort qu'on fournit tous ici, c'est pouvoir apporter du service utile, quotidien, perceptible pour les automobilistes. Et permettre à nos clients qui sont des professionnels de le faire avec le moins d'investissement possible, le plus rapidement possible. Donc, le futur immédiat, c'est le véhicule électrique. D'accord ? Donc, travailler sur l'autonomie des véhicules électriques, l'état de la batterie, pouvoir permettre à son utilisateur de recharger facilement chez lui ou en ville, c'est important lorsque l'autonomie réelle des véhicules électriques est aux alentours de 170-180 km. Donc, imaginez un
un chauffeur Uber ou un taxi parisien avec un véhicule électrique, il doit faire une stratégie très rapidement. Le prédictif fait partie de ça. Le prédictif, c'est tout simplement, plutôt que d'informer un automobiliste qu'il est en panne et de lui expliquer ce qu'il a, ça c'est le médecin français, faisons de la médecine automobile chinoise et essayons à travers l'analyse des données que nous récupérons, en partenariat avec des professionnels de tel ou tel organe du véhicule, de prédire avec des professionnels de la batterie des pannes de batterie, avec des professionnels du pneu des crevaisons lentes ou des problématiques d'usure asymétrique. Et donc l'écosystème, c'est tout simplement réunir les meilleurs partenaires pour, sur la base de données que nous remontons, pouvoir exercer, travailler sur des algorithmes et apporter du service à l'automobiliste en fait. Alors une question pour vous, Michael Fernandez. Je ne sais pas quel type de médecine il va falloir, mais on sait que la prise OBD, elle sera sans doute de moins en moins accessible. Et chez PSA, pour la prochaine architecture, on sait déjà qu'on ne pourra plus y accéder. Ça vous pose un souci? Comment comptez-vous le surmonter? Alors, grande question du moment, mais si vous me permettez, Laurent, de revenir juste sur cette notion d'écosystème, parce que cet écosystème, il est complexe. On a bien vu la CNIL intervenir et qui fait l'actualité cette semaine avec la sortie du pack véhicules connectés, qui vient donner une sorte de canvas, des guidelines pour pouvoir développer tous ces business, parmi lesquels la réparation connectée, mais c'en est qu'un parmi tant d'autres. Il y a donc les régulateurs, les institutions, les réparateurs, les consommateurs, les différents partenaires qui peuvent contribuer et aider à faire du sens de ces données-là et développer des services à valeur ajoutée. Effectivement, quand on peut pas être spécialiste de tout, hein, Philippe le disait, on peut pas être à la fois spécialiste du parking, de la station essence, etc. Donc on est obligé de nouer des partenariats. Et je pense que c'est important de comprendre que la voiture connectée, c'est pas une techno, c'est une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur qui va du hardware. Il y aura toujours un hardware. Hein. Si demain il n'est pas rapporté dans la voiture, il est directement embarqué, il y aura toujours un hardware. Il y aura toujours une forme de connectivité longue portée, un infotainment, un écran, etc. Il y aura du middleware, il y aura du software, il y aura des données. Il y a des briques qu'il va falloir assembler. Il y a des briques et chaque acteur va venir se positionner sur chacune des briques. Personne fera tout, de bout en bout. Et notre conviction depuis le début, on l'a toujours défendu, c'est que ceux qui gagneront le plus dans cette chaîne de valeur de la voiture connectée, c'est ceux qui arriveront le plus tôt à nouer des partenariats intelligents pour s'associer et prendre chacun un bout du gâteau, entre guillemets, plutôt que de vouloir penser je vais tout prendre. Et c'est vrai que pour reconnecter avec la question initiale sur la prise OBD, il y a eu peut-être dans les premières discussions autour de l'OBD quelques réactions épidermiques de dire « oulala, là il y a une faille, alors on va scander la sécurité, la cybersécurité ». On voit bien que quand on fait les choses correctement, et je pense que les gens qui sont autour de la table ici font partie de ces gens qui font les choses correctement, on peut faire des choses très bien sur l'OBD. Alors c'est sûr que si vous achetez des boîtiers à $2 qui ont été soudés à la main, rapidement vous pouvez mettre la voiture en carafe. Le dites pas trop fort, il y a des pavillons chinois juste derrière vous, donc. Ah, j'ai rien dit de tel. Mais voilà. C'est une plaisanterie, vous l'avez bien compris. Bien sûr, mais il y a une question de faire correctement sur l'OBD. Et donc on peut faire correctement. Alors les prises vont être fermées, oui. D'ailleurs, je connais très bien Cédric Vivien de PSA qui a mené ce combat en interne. Je pense que c'est le cours naturel des choses. Pour prendre une analogie qui, je pense, parlera à tout le monde, on peut parler du CD et du MP3. À un moment donné, on n'écoute plus de CD, on n'a plus besoin de lecteur CD. Mais on écoute la musique quand même. Hein. Mais on écoute de la musique. Et ce qu'on fait autour de la table, c'est de la musique, c'est du contenu, c'est du service à valeur ajoutée pour le conducteur. Et on continuera de le faire dans 5 ans, dans 10 ans. Blablacar fera toujours du covoiturage, même en embarqué. Waze fera toujours de la navigation. Drust, je l'espère, fera toujours des super drivers. Et puis si on est toujours là, messieurs, on continuera de s'en parler. Eh bien, on espère également que Xi sera toujours là, que Oucar sera toujours là et que Santaroto aura des solutions à proposer pour ses adhérents et peut-être même d'autres, sait-on jamais. Merci messieurs, c'est la fin de ce grand débat sur l'entretien connecté. La suite dans un instant du plateau TV d'Equipe Auto.